Présentation, on va y aller sur l'identification des besoins qui ont été dans notre travail, qu'on rencontre et qui ont été identifiés dans ce cas-ci par un comité qui a été mis sur pied à l'Université de Toronto. Ils ont un comité là, qui se rencontre 3-4 fois par année où ils demandent aux étudiants d'identifier des besoins. Et donc, c'est un peu la recension de ces besoins identifiés. Ensuite, quelques obstacles pour des gens comme nous qui travaillent dans les universités pour réussir à faire ce qu'on aimerait faire ou en tout cas ce qu'on pourrait faire pour répondre à certains besoins. Et ensuite, on va passer au travers d'une série d'interventions université par université qui ont été mis sur pied. On va être capable d'approfondir un peu plus nos universités respectives, mais on va y aller un peu plus en superficie pour les 3 autres universités qu'on présentera. Donc, les universités sont ici, là, les collaborateurs, donc Toronto, McGill, Julia, l'île du Prince-Édouard, Saskatchewan et moi de l'Université de Montréal. Donc, voilà. Premiers enjeux, comme je disais, d'un comité consultatif à Toronto, ils ont le service qui prennent en charge les questions des parents étudiants, c'est au sein d'un comité sur la diversité et l'équité. Et donc, ils ont cette obligation d'aller consulter des groupes marginalisés pour aller prendre le pouls, pour être capable ensuite de les défendre. Et donc, ça vient de là. Vous ne serez pas étonné des enjeux économiques importants qui trouver services de garde, logement, transport abordable, aide financière, gestion des dépenses. Donc, vraiment des enjeux autour de ça. Besoin aussi autour des enjeux familiaux, toute la culpabilité là, de ne pas avoir le temps, de ne pas donner assez de temps à ses enfants, d'avoir les études à poursuivre. Éventuellement des problèmes relationnels à l'intérieur du couple, à l'intérieur de la famille qui peuvent déborder sur les études et une perception de ne pas être adéquat comme parent et d'avoir besoin d'un support à la parentalité. Oui, puis il y avait aussi des enjeux face aux études. Alors, avec la gestion du temps, c'est difficile de trouver assez de temps pour faire tout ce qu'il faut, comme vous sachez. Et aussi de trouver des moyens pour vraiment se détendre en face à tous ces obstacles. Puis aussi, c'est plutôt difficile à trouver un espace pour vraiment se concentrer sur ce qu'on fait. Si on n'a pas des enfants chez soi, c'est beaucoup plus facile à avoir le silence, avoir moins de stress avec ça. Alors, ces choses, c'est une difficulté de parler avec des professeurs ou d'autres gens à l'université pour dire oui, moi j'ai cette situation-là, il faut que j'ai un peu plus de temps à finir cette assignment ou quelque chose comme ça. Puis aussi, il y a les enjeux psychosociaux. Comme il y a l'isolation un peu parce qu'il y a moins de visibilité, alors il y a l'impression qu'on est la seule personne qui a cette expérience et ça peut être difficile pour les étudiants. Et aussi, juste la santé mentale en général, ça prend beaucoup des impacts. Oui. Alors. Ils ont aussi identifié des sous-groupes où il y avait des enjeux particuliers qui s'expriment. Au niveau des étudiants internationaux, c'est souvent une des 2 personnes du couple qui vont venir à leurs études et donc il y a le conjoint qui doit trouver là, par recherche d'emploi, avoir une communauté d'appartenance. Donc, il y a un double isolement qui peut se vivre à ce niveau-là. Parents étudiants autochtones, quel est mon appartenance
d'appartenance, est-ce que je m'identifie plus comme parent, comme autochtone, les deux, comment ça peut se vivre, ou encore là, une possibilité de double marginalisation qui est présente. Et au niveau des cycles supérieurs, tout l'enjeu de se faire voir, d'être présent, d'être capable de pas être isolé dans ses études et isolé comme parent, encore une fois, là, les enjeux se posent doublement là, à ce niveau-là. Oui, et pour nous, au niveau institutionnel, les obstacles, c'est vraiment, est-ce qu'on sait que on rejoint les étudiants parents? C'est difficile parce que les institutions, souvent, ne font pas les collections des listes des parents étudiants, alors on ne sait jamais si nos efforts sont bien connus dans la communauté. Aussi, c'est un investissement important au niveau de l'argent, mais aussi des ressources humaines. Comme l'exemple qu'on a pris, c'était un service de garde. Ça prend beaucoup juste pour payer le bail et tout ça, mais aussi pour entraîner des éducatrices et éducateurs et tout ça. Aussi, c'est difficile avec la présence réduite sur le campus. Parce que ça veut dire qu'il y a un manque de ressources, puis il y a un manque de visibilité, comme on avait dit. Oui, alors on ne voit pas toujours le besoin au niveau institutionnel, mais on sait que c'est là. Oui. Les exemples des différentes interventions qu'on fait à l'intérieur, qui sont faites à l'intérieur. Donc, l'Université de Toronto, une des très grosses universités au Canada. Donc, ils ont du logement pour parents étudiants sur le campus, du service de garde aussi sur le campus. Pour la question des parents étudiants, la slide, je ne l'ai pas, Julia me l'avait fournie. Pour la question du logement, McGill avait fait une étude sur les 15 plus grandes universités au Canada, et 8 des 15 avaient du logement sur le campus ou hors campus, mais dédié aux parents étudiants. Là. Donc, il y a une présence qui est là. Le groupe, le service qui s'occupe des services à l'Université de Toronto, c'est le Family Care Office. Et ils ont un double mandat, en fait. Ils ont un mandat à la fois pour des étudiants et à la fois pour les employés. Vous allez voir, ça se répète là, dans plusieurs universités. Dû à cette approche sur la question de l'équité et de la diversité, ils identifient la question parentale comme étant un enjeu d'un groupe qui pourrait être marginalisé ou qui a besoin d'un support, d'une défense, d'une discrimination plus systémique, et donc vont avoir une approche entre les deux. Et ils vont offrir toutes sortes de services, là, conseil, défense de droit et tout. Un des projets qu'ils ont développé depuis 2010, c'est d'avoir des espaces pour l'allaitement, table à langer et tout. Donc, en 2010, cet enjeu-là avait été identifié par le groupe d'étudiants, le groupe consultatif. Ils ont donc contacté le Bureau des ressources humaines pour essayer de voir c'était quoi la situation sur le campus. Ils ont commencé à développer, à trouver des lieux où ils pouvaient en installer. Éventuellement, au travers de d'autres revendications au niveau de l'adaptation des toilettes pour des questions de genre, ils ont donc participé au Washroom Inclusivity Project, et donc ça a permis aussi de venir répondre à ce besoin-là, de pouvoir installer des tables à langer dans le réaménagement de certains lieux. Et donc, ils ont suite à ça développé une carte interactive où il y a les lieux de table à langer et les lieux d'allaitement sont identifiés sur la carte. Et donc, un parent étudiant peut aller trouver facilement ces lieux-là. Ce qui a amené éventuellement des départements à dire on pourrait faire quelque chose chez nous, et les départements ont commencé à embarquer. Mais on a là vraiment un exemple, quand on disait tout à l'heure une approche par silo. Là, on a ce service-là qui est en défense de droit, mais qui a beaucoup de difficultés. Il n'y a pas de moyen d'agir, donc doit passer par les ressources humaines, doit passer par la direction des immeubles. Et on demeure dans les lieux communs. Il faut attendre que les facultés prennent le pas pour changer
changer peut-être leur approche dans leur faculté et créer des espaces. Donc, on a vraiment des projets qui sont de longue date et on doit mobiliser là, comme intervenants, beaucoup d'intervenants là-dessus. Ils ont mis aussi un programme de jumelage entre parents et étudiants. Et donc, un parent ancien va être jumelé à un nouveau parent qui commence ses études. Et donc, au départ, le but était vraiment de supporter le nouveau parent. Ils se sont rapidement rendus compte qu'il y avait un effet très positif. C'était une création de communauté aussi qui se faisait. Et donc, ils ont un local aussi qui sert de drop-in où ils essaient qu'il y ait toujours un parent mentor, parent étudiant mentor qui soit là. Et donc, si les parents débarquent, peuvent aussi échanger sur toutes sortes d'enjeux, toutes sortes de questions, comment tu négocies avec tes profs ou ce genre de trucs-là. Université de la Saskatchewan, plus petite université, donc 20 000 étudiants, bonne présence d'étudiants autochtones sur le campus. Beaucoup ont vécu le sentiment d'isolement, stigmatisation par la part des parents. Ils ont donc créé en 2014 le Parents on Campus, qui est un service, et ont créé une première comfort room, c'est-à-dire un lieu où je peux débarquer et faire des trucs. Là, il me reste 5 minutes, je vais accélérer énormément. Voilà, donc il y a du logement sur le campus, il y a 2 services de garde, et eux mettent en place une campagne d'autodéclaration en 2017, donc à la prochaine rentrée, où ils vont demander, sur le portail des parents, des étudiants, il va y avoir un bouton dire « Je suis parent étudiant », ils vont poser 3-4 questions, puis ils vont être capables de générer une liste pour être capables d'intervenir auprès des parents étudiants. Comfort Room, je passe rapidement. Je t'envoie pour McGill. Merci. Oui, alors, l'Université McGill, on est à Montréal, évidemment, et on a 2 campus avec 4 000 étudiants et presque 11 000 étudiants internationaux. Alors, ça, c'est important pour nous parce qu'on ne peut pas accéder les CPI, les garderies subsidiées, si on est internationaux. Alors, ça, c'est un grand besoin chez nous. Alors, c'était un peu avec ça. Et il y avait aussi juste un manque de services de garde pour tout le monde à l'université. On a 2 garderies sur le campus, mais il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas accès à ce service. Alors, c'était dans ce contexte qu'il y avait ma position qui a été créée. Puis, oui, alors... Mon programme, c'est situé dans le bureau de l'équité sociale et l'éducation du diversité. Alors, c'est un peu dans ce cadre qu'on voit les besoins des parents étudiants. C'est quelque chose avec l'équité sociale. Alors, c'est pour ça qu'on a comme les ateliers sur les médias pour diffuser des histoires. On a les conseillères qui nous aident à faire nos programmes, comme des conseillères en diversité raciale et culturelle, en LGBTQ et dans les enjeux autochtones. Oui, et c'est comme ça qu'on voit les problèmes des parents étudiants à notre université. Ça, c'est juste un exemple de quelques affiches qu'on avait faites pendant l'année. Oui, on avait aussi une breastfeeding room. Oui, il y avait quelques autres efforts aussi qu'on peut voir. Mais oui. Petite université, Île-du-Prince-Édouard, donc 4430 étudiants. Aucun service spécifique autour des parents étudiants, mais des présences de bourses qui sert grandement à payer le service de garde privé qui est sur le campus, là, qui est un enjeu à ce niveau-là. Ils ont créé des journées familiales et un espace, là, essayer de construire un espace où ils pourraient, et donc ils le font aussi via le Facebook, à essayer de créer des espaces à ce niveau-là. Et ils vont aussi intégrer à l'intérieur des programmes, ils ont le Life Campus Programme, et de s'assurer qu'à l'intérieur de ce Life Campus Programme-là, ils tiennent compte des parents étudiants dans la programmation.
Université de Montréal, je passe rapidement. 2 CPE, Alta Garderie, le Baluchon, je vous en parle. Association Cigogne aussi, qui est juste à côté de chez nous. Programme de panier de Noël qui dessert 350 étudiants, dont les 2 tiers sont des parents étudiants. Donc, il y a là un support réel et intéressant là, à ce niveau-là. Un professionnel, moi-même, et une étudiante qui est embauchée là-dessus. Comité études famille, c'est une initiative que j'ai prise il y a 7-8 ans. Il y avait eu une représentation de la part de la FECUM et de l'association Cigogne pour dire hey, « vous devriez vous occuper des parents étudiants ». Et ça a été la réponse de mon service, c'est que ça devienne un de mes dossiers. Et le premier truc que j'ai fait, c'est de dire aux partenaires est-ce qu'on se crée une table de discussion et tout ça. Et on s'est fixé des objectifs et on a pris plusieurs actions là-dessus. Là, les objectifs sont là. Sinon, il y a le Baluchon. Le Canada anglais m'avait demandé de parler d'une initiative propre à l'Université de Montréal et il trouvait que le Baluchon était très porteur pour le Alta Garderie. Et donc, une Alta Garderie pour des enfants de 4 mois à 5 ans, des blocs de 4 heures. Les parents vont fournir les repas s'ils prennent les 2 blocs. Ils vont par session. Le parent doit payer 5 $ pour le bloc. Et il y a une cotisation étudiante non obligatoire de 3 $ qui est perçue au moment où l'étudiant paie et qui permet de financer ce service-là. Conclusion rapide, les enjeux sont multiples, les solutions sont multiples, il faut chercher à les adapter. Il y a une grande diversité culturelle. Nous, on l'approche par la vie étudiante. Il y en a qui l'approchent par le support à la diversité. Donc, il y a plusieurs types de services qui peuvent être mêlés. Il y a certainement dans les enjeux de développement la question de la reconnaissance et donc de l'identification, à proprement parler, une case parent-étudiant pour être capable de, à la fois documenter, d'être capable d'agir et de supporter la population. Et l'autre, c'est vraiment, je pense, et on s'est rendu compte au fur et à mesure où on développait la présentation qu'on a tous pris la même voie, c'est d'essayer de développer une communauté pour à la fois briser l'isolement et d'avoir une présence physique plus claire sur les campus. Et finalement, l'union fait la force. Je pense qu'il faut décloisonner les silos et aller chercher des partenaires, nous comme institution, auprès des associations étudiantes, des groupes communautaires, pour réussir à supporter. Voilà, c'était la présentation.